Bonjour, ici Antoine Dumaine, VP Communication de la QPF et bienvenue à Registre familier, le balado où la QPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on aborde la proposition de réforme des règles d'accord du participe passé avec Mario Desilets. Bonjour! Bonjour! Également, va se joindre à nous un peu plus tard Josée Baudouin. Vous la reconnaîtrez comme présidente de la section Québec et Est du Québec de l'association. Salut Josée! Salut! Alors, on te revient un peu plus tard dans cet épisode du balado. Oui. Donc, détenteur d'un doctorat en didactique du français, Mario Desilets est chargé de cours à la Faculté d'éducation permanente et à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, où il enseigne la grammaire depuis 2003. Il a également publié en 2019 dans la revue Correspondance un plaidoyer pour la réforme du participe passé, raison pour laquelle nous l'invitons aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que vous avez aussi un atelier au prochain congrès de la QPF qui porte sur ce sujet-là. Exactement, oui, j'ai intitulé mon atelier La réforme du participe passé, qui donc s'y oppose. Et j'invite les gens qui auraient des arguments contre cette réforme à venir discuter dans cet atelier. Lorsque le balado va être diffusé, je pense le 13 octobre, vous aurez encore le temps de vous inscrire aux différents ateliers du congrès qui se tient le 28 et 29 octobre au Château Frontenac. Pour conclure la présentation, j'aime demander aux invités un objet de culture qui les a marqués dans leur vie. Donc, que ce soit comme à titre personnel, professionnel, pendant leurs études, un objet de culture qui les avait marqués. Oui, alors un objet de culture, moi j'ai choisi de parler d'un livre qui m'a incité à retourner aux études, justement, quand j'ai décidé de retourner faire mes études doctorales en didactique du français. C'était l'ouvrage collectif sous la direction de Suzanne Chartrand, qui s'appelait Pour un nouvel enseignement de la grammaire. J'ai vu là une lueur d'espoir pour un renouvellement de la grammaire à l'école, parce que jusque-là, j'avais une vision assez négative de la grammaire. Vous savez, moi, j'ai fait mes études en philosophie, en linguistique et en informatique. Et jusqu'à ce moment-là, je travaillais plutôt en informatique. J'ai enseigné la programmation informatique pendant longtemps. Et j'ai travaillé aussi dans un centre de recherche sur le traitement de la parole. Et donc, progressivement, je m'étais rapproché de l'enseignement. J'avais beaucoup aimé enseigner l'informatique, la programmation. Et j'avais un petit œil toujours sur le français, la grammaire aussi, par mes intérêts en linguistique. Et quand j'ai vu cet ouvrage de Suzanne Chartrand sous sa direction, je me suis dit, tiens, c'est le temps, il y a un gros changement qui va se faire à l'école, puis ça va être intéressant, ça va être le fun. On va aller rendre l'enseignement de la grammaire plus intéressant. Et là, ça m'a tenté de revenir me perfectionner là-dedans. Vraiment intéressant. Je pense que vous êtes la première personne qui a abordé carrément un ouvrage un peu plus didactique ou scientifique là, qui les a marqués, puis les gens ne le voient pas. Mais je montrais à l'écran pendant ce temps-là, le mieux enseigner la grammaire qui doit être comme un peu la suite de cette proposition-là de réforme grammaticale, qui est tout un excellent ouvrage à travailler. Oui, certainement. Moi, j'avais la première édition là, en 1995. Oui, je l'avais, mais je pense que je l'ai rendu à la bibliothèque. Et puis là, je vous entendais parler de programmation. Puis là, je vais faire une petite aparté parce que Josée ici présente a d'ailleurs travaillé sur un projet si vous lisez les prochains cahiers de la QPF qui vont paraître le jour du congrès, sur un projet qui alliait français et programmation également. Fait qu'on voit quand même que ce pont-là se faisait et continue à se faire tranquillement pour aborder autant le français et l'informatique ensemble. Et je me permets de faire une petite pub. Il y aura aussi un atelier lors du prochain congrès sur justement ce projet-là, programmation, qui allie le français et la programmation. Alors, ça s'appelle « Félicitations pour votre beau programme », n'est-ce pas? Excellent titre. Alors, deuxième publicité d'atelier, si vos choix ne sont toujours pas faits, vous avez encore quelques temps là, pour vous inscrire au congrès qui va être super, en cours modal. Donc, la présentation de ce balado-là vient d'abord du texte que vous avez écrit dans la revue Correspondance sur la possible réforme des règles d'accord du participe passé, où vous demandiez d'ailleurs aux organisations, aux associations qui s'intéressaient à la langue, qui s'impliquaient dans l'enseignement du français de la langue, de s'intéresser à cet enjeu-là, de se positionner par rapport à cet enjeu-là. Donc, l'enjeu du balado qu'on tourne ce matin est comme un peu double. On veut présenter c'était quoi ces réformes-là,
mais également répondre à certains questionnements que faire ce choix-là pourrait soulever afin de mieux éclairer nos membres, puisque nous prendrons une décision là, à notre prochaine Assemblée générale à ce sujet-là, à savoir comment va se positionner la QPF. Avant toute chose, je pense que ça va être quand même important de définir là, c'est quoi un participe passé quand on aborde cette notion-là, on parle de quoi présentement et c'est quoi les règles qu'on a en tête là, qu'on devrait réformer. Oui, alors bon, je vais essayer de vous résumer ça. C'est un peu complexe, n'est-ce pas? D'abord, il y a le participe passé en tant que forme adjectivale. Donc, c'est ce qu'on appelle le participe passé employé seul, qui se comporte comme un adjectif, s'accorde comme un adjectif. Et ça, la réforme ne touche pas à ça du tout, là, ça reste comme ça. Il y a ensuite le participe passé comme forme verbale, c'est-à-dire employé avec un auxiliaire, être ou avoir. Et on apprend ça dès l'école primaire. En fait, à l'école primaire, on apprend 2 règles de base pour le participe passé en tant que forme verbale. On apprend que le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet et que le participe passé employé avec avoir est invariable. Alors ça, c'est une approximation, disons, des règles du participe et ça suffit pour l'école primaire parce que c'est valable dans à peu près 90% des cas. De toute façon, c'est ça qui s'applique 90% du temps. Alors, si les élèves maîtrisent ça au primaire, on se dit qu'ils ont déjà une bonne base. Puis ensuite, au secondaire, on voit le reste, c'est-à-dire les exceptions à ces 2 règles-là. D'abord, le participe passé employé avec avoir qui a un complément direct placé avant, qui s'accorde avec ce complément direct. Ensuite, le participe passé pronominal, donc employé avec l'auxiliaire être, mais qui ne s'accorde pas nécessairement avec le sujet. Il peut s'accorder avec le complément direct, si le complément direct est placé avant. Si le complément est placé après, il reste invariable. S'il n'y a pas de complément direct, là, on entre dans une autre branche où on a les participes passés pronominaux essentiels et les participes pronominaux occasionnels qui n'obéiront pas à la même règle. Et ça, on passe une bonne partie du secondaire à voir toutes ces règles-là, qui sont des exceptions aux 2 premières règles du primaire. Puis ensuite, vers la fin du secondaire, on aborde aussi les autres cas, comme le participe passé suivi d'un infinitif, le participe passé suivi d'un attribut, le participe passé d'un verbe impersonnel, le participe passé avec le pronom en, et les verbes de mesure, le verbe s'exclamer, le verbe se plaire, se complaire, et puis tout ce qu'on peut imaginer, là, qu'on va probablement oublier de toute façon après l'examen. Mais il y en a qui voient ça un petit peu là, à la fin du secondaire. Il y a des enseignants qui le voient et des enseignants qui ne le voient pas parce que des fois, ils manquent de temps et ils se disent que ça n'a pas tellement d'importance. Mais en gros, le participe passé actuellement, c'est ça. Une douzaine de règles et d'exceptions. Étalé sur l'entièreté là, du parcours fin primaire et secondaire, parce que oui, moi, je fais partie de ces enseignants qui a dû enseigner la liste d'épicerie en 4e secondaire, là, le en, l'infinitif, tout ça. Vous avez d'abord parlé du participe passé employé seul. Je sais que dans mes cours, moi, on a tendance à même plus le voir techniquement comme un participe passé nécessairement, mais davantage comme juste un adjectif. Oui, donc, on ne va pas faire cette mention-là. Est-ce que les réformes vont dans ce sens-là ou on le considère encore comme un participe passé au même titre que ça avec avoir et être? Ben, ça, c'est une question théorique, disons. C'est pas tout le monde dans la francophonie qui a le même programme scolaire. Donc, en Europe, en France, par exemple, on l'appelle encore participe passé employé seul. Ici, au Québec, on a une théorie plus moderne qui le considère comme le noyau d'un groupe adjectival, donc on le considère vraiment comme un adjectif. Ça, c'est juste une question d'analyse, là, mais c'est la même réalité, évidemment. C'est vraiment le participe qui ressemble à un adjectif et qui s'accorde comme un adjectif sans égard à la position de son support sémantique. Parce qu'en français, tous les accords fonctionnent indépendamment de la position, n'est-ce pas? Le verbe s'accorde avec son sujet, peu importe que le sujet soit placé avant ou après, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la logique générale du français. En fait, le participe passé, c'est la seule règle en français qui tient compte de la position de son donneur. Quand on dit avec s'accorde avec le CD, s'il le précède, on tient compte de la position à ce moment-là. Et ça, c'est une règle qui a été calquée sur la langue italienne, mais qui est étrangère à la logique générale du français. D'ailleurs, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans. Là. Ceux qui écoutent déjà le balado se rendent compte qu'on parle beaucoup là, de la langue comme étant en constante évolution, en adaptation, en mouvement. Puis les règles du participe passé n'ont pas été, en tout cas, respectent cette règle-là et ont évolué au travers du temps.
Moi, je me souviens pour avoir appris à voir que c'était l'histoire là, avec les moines copistes. Donc, ils devaient toujours voir le complément direct avant d'accorder. Ce n'était pas nécessairement ça. Donc, deuxième tâche quand même assez complexe. Pouvez-vous en quelques minutes résumer justement cet historique des règles-là pour voir comment ça s'est fait pour qu'on se rende aux règles actuelles? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps pour qu'on arrive aux règles qu'on utilise et qu'on enseigne présentement aujourd'hui? Oui, ça, c'est très intéressant de suivre l'évolution historique justement du participe pour comprendre pourquoi il s'est complexifié comme ça. J'ai relaté cette histoire-là justement dans mon article qui est paru dans la revue Correspondance là, au mois de novembre 2019. Si on remonte là, à l'ancien français, donc au départ, le participe, c'était assez simple, c'était essentiellement une forme adjectivale. Donc, ça s'accordait comme un adjectif sans égard à la position. Et à cette époque-là, la syntaxe du français n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. On pouvait dire, par exemple, au lieu de dire Pierre a construit sa maison, on disait Pierre a sa maison construite. Alors, le mot construite était vraiment pensé comme un adjectif à ce moment-là. Le passé composé, ça n'existait pas vraiment comme temps de verbe. Construite, c'était pas un verbe, c'était littéralement, enfin, on pourrait dire que c'était une forme passive du verbe, donc ça pourrait s'appeler le participe passif. Il y en a qui l'appelaient comme ça aussi autrefois dans l'histoire de la grammaire. Et on pouvait l'utiliser tel qu'un adjectif. Donc, Pierre a sa maison construite. Et c'était tout à fait normal d'accorder construite au féminin avec maison, qui est son support. Dans l'évolution de la langue, ensuite, les mots ont changé de position, puis on en est venu à, disons, reporter le complément après le participe construite, puis on disait plutôt Pierre a construit sa maison. Pierre a construit sa maison ou Pierre a construit sa maison parce que là, l'accord était moins naturel à ce moment-là. Il y a des gens qui faisaient l'accord, il y a des gens qui ne le faisaient pas. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment de police de la langue. Il n'y a personne qui dictait des règles puis qui tapait sur les doigts des gens quand ils parlaient. Donc, les gens s'imitaient les uns les autres. Il y en a qui commençaient à dire les choses d'une façon, puis les autres les imitaient. Puis il y en a d'autres qui parlaient d'une autre façon, mais tout le monde se comprenait à peu près quand même. Hein. Pierre a construit sa maison ou Pierre a construit sa maison, ça devenait des habitudes d'une région ou d'une autre région. Et puis, ça posait quand même des questions aux gens qui voulaient faire des règles uniques. Et puis, à un moment donné, en 1530, il y a un poète qui s'appelait Clément Marot qui proposait une règle, lui, au retour d'un voyage en Italie, justement, où il avait observé des choses chez les Italiens, puis il voyait comment ça fonctionnait, puis il dit, j'ai une idée, il a dit ça comme ça, et je vous propose qu'on dise Pierre a construit sa maison, on ne l'accorde pas lorsque sa maison est placée après, mais lorsque son support est placé avant, comme la belle maison que Pierre s'est construite, là, on va l'accorder parce que son support est placé avant. Puis là, ensuite, il y a des gens qui ont remarqué aussi que les moines copistes qui copiaient des textes n'étaient pas toujours au courant du participe passé, s'il était placé du complément direct, s'il était placé après le participe. Donc, ils ne savaient pas s'il fallait faire l'accord. J'ai entendu cette hypothèse-là. Là. Je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais ça pourrait aussi contribuer, disons, à l'adoption de cette règle. Donc, qu'on fait l'accord seulement si on a déjà mentionné le complément ou ça s'appelait pas le complément à cette époque-là, ça s'appelait le support sémantique. Donc, ça, c'est une règle que Clément Marot a proposée et qui a fait son chemin, disons, pendant une centaine d'années encore. Plus tard, en 1647, il y a un grammairien qui s'appelait Claude Favre de Vaugelas, qui faisait partie de l'Académie française, qui l'a formalisé, cette règle-là, qui l'a, disons, officialisée, qui a comme tranché, si on veut, parmi les gens de la cour, là, il a dit, OK, il y en a qui parlent mieux que d'autres, selon moi. Il a dit, on va prendre la façon de parler de ceux qui parlent le meilleur français, puis ça va être cette règle-là. Donc, le participe s'accorde avec son complément, pas avec son complément, avec son support, s'il est placé avant. Et c'était juste une façon de trancher. Hein. C'est toujours comme ça, la grammaire. Il y a des gens qui décident arbitrairement que ceci va être meilleur que cela, parce que c'est ceux qui ont le plus de prestige dans la société qui parlent de cette façon-là. Puis on dit que les autres, ben, ils ont juste à s'adapter à ça, finalement.
là, il y avait cette règle-là en 1647. Un petit peu plus tard, au 17e siècle, il y a eu la règle des pronominaux. Alors, il y a un autre grammairien qui a décidé qu'on appliquait ce même principe-là, même aux participes passés pronominaux, donc avec un support qui est placé avant. Et c'était une règle un petit peu plus artificielle là, parce que les gens parlaient vraiment pas comme ça dans ce temps-là. Ils accordaient vraiment leur participe avec le sujet du verbe, ou en tout cas avec ce qu'ils percevaient être le support, normalement. Et il faut dire que cette règle des pronominaux, elle a été contestée dès le départ par les écrivains de cette époque-là. Par exemple, Molière, on se réfère souvent à Molière pour parler de la langue de Molière. Molière, lui, il n'était pas d'accord avec cette règle des participes passés pronominaux, puis il ne l'appliquait pas. Puis d'autres aussi, là, comme Voltaire, Montesquieu, etc. Alors, ça a été déjà contesté à cette époque-là, fin du 17e siècle. Et ces règles sont devenues, disons, une espèce de catéchisme obligatoire, plus au 19e siècle, quand l'école en France, là, l'école est devenue obligatoire, l'école primaire, puis il y a eu des manuels scolaires. Alors là, on a rédigé des règles de grammaire, puis on a parlé de toutes ces règles-là, puis des exceptions dont j'ai parlé tantôt aussi. Là, on a commencé à développer ça dans les manuels scolaires. Probablement parce qu'on se disait qu'il fallait bien occuper les élèves à l'école. On ne savait pas trop quoi enseigner. On s'est dit ça, on va passer beaucoup de temps là-dessus. Alors, c'est devenu le catéchisme. Les règles qui sont encore en usage aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec nos trois principales règles. Donc, selon ce qu'on va dire, notre participe passé employé seul, ou tout simplement l'adjectif qui va s'accorder avec le nom ou pronom, être avec le sujet, avoir normalement avec le CD antéposé au verbe et selon après ça, là, les situations, qu'est-ce qui se passe et les pronominaux. C'est ça. Dans la formulation moderne, c'est ça. C'était pas tout à fait ça au Moyen Âge et dans les époques antérieures. Puis même au début du 19e siècle, c'était pas encore le complément direct, c'était l'objet. On parlait de l'objet. Alors, la théorie grammaticale a évolué, mais la règle est restée. OK. Donc, comment l'identifier, ça? Les éléments vont changer, mais on va quand même rester avec une règle relativement standard. Donc là, on se propulse en 2014 avec la réforme proposée par le Conseil international de la langue française. Là, je vous demanderais justement quelles sont ces réformes proposées. Donc là, on a ce bagage de règles-là qui ont évolué dans le temps, qui se sont quand même cristallisées, qu'on enseigne aujourd'hui. En 2014, on propose des réformes pour l'accord du participe passé. Quelles sont-elles? Alors ça va être très court et très simple. La réforme proposée, c'est simplement les deux règles de base qu'on apprend à l'école primaire aujourd'hui. C'est-à-dire, avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde avec le sujet, et avec l'auxiliaire avoir, il reste invariable toujours. Dans tous les cas, il n'y a aucune exception. Donc, les pronominaux qui sont techniquement avec l'auxiliaire être rentreraient maintenant dans la catégorie générale avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Exactement, exactement. Et c'est déjà le cas, remarquez statistiquement, là, c'est déjà le cas pour à peu près 95% des pronominaux. C'est bon. D'ailleurs, ça, on va y revenir un peu plus tard. Je vois José qui se prend des notes pour poser ses questions dans la deuxième partie de l'entretien. Donc, on arrive avec ces réformes-là où on statue avec avoir, c'est invariable, on maintient ça pour tout le parcours. Être avec le sujet, on maintient ça tout le parcours. L'adjectif ne bouge pas, ça reste un adjectif. À votre avis, ce serait quoi les retombées d'utiliser une telle réforme en classe? Est-ce qu'il y a des recherches qui se sont un peu attardées à ça pourrait être quoi les retombées ou comment ça pourrait fonctionner? Alors, les principales retombées, évidemment, c'est qu'on va épargner énormément de temps d'enseignement au secondaire parce que l'essentiel va être déjà appris au primaire. On fait aucun changement au secondaire, on continue avec les deux mêmes règles. Alors, on se sauve du temps d'enseignement de tous les cas d'accord du participe et de toutes les exceptions qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a qui ont estimé que c'était plus de 80 heures d'enseignement qu'on peut s'épargner comme ça dans les programmes scolaires. Et là, on parle seulement du secondaire, mais il y a aussi au cégep, puis à l'université, où on continue, évidemment, de réenseigner toujours ces règles-là, parce que, évidemment, les gens les ont oubliées. Évidemment, les gens ne se servent pas de ça, donc ils les oublient. Alors, ça fait beaucoup d'heures consacrées à ça dans tout le système scolaire et dans les ateliers de récupération en français, etc., etc.
beaucoup d'énergie consacrée à ça qu'on va épargner. Ça, c'est vraiment la principale retombée. C'est la raison pour laquelle moi, je milite pour une réforme du participe passé, pour consacrer du temps d'école à autre chose que ces niaiseries-là. OK. Ben oui, je suis aussi mentor au centre d'aide à l'université pour préparer les enseignants au TechFé. Puis le nombre d'heures passées à revoir toutes les règles de participe passé, oui, c'est assez faramineux. Donc, on aura un arrimage quand même primaire-secondaire puisqu'on se maintient avec les deux mêmes règles tout au long qu'on est capable de consolider puis de retravailler. On l'a dit dans votre présentation, vous enseignez à la formation des maîtres, donc des futurs enseignants en grammaire. Est-ce que vous présentez cette réforme-là à vos étudiants? Est-ce que vous leur avez montré que ça se parlait? Est-ce que vous avez eu des réactions de leur part avec une telle réforme? Oui, absolument. Moi, depuis que j'enseigne, depuis 25 ans, je parle toujours de ça à mes étudiants, puis je leur dis que ce serait bien qu'un jour la règle soit simplifiée. Mais plus spécialement, depuis quelques années, je leur dis, mais vous savez, il y a une vraie proposition du Conseil international de la langue française pour une réforme du participe, et voici ce qu'il propose. C'est très simple, vous voyez, comme je viens de vous l'expliquer. Puis là, mes étudiants sont tout à fait enthousiastes par rapport à ça. Ils sont évidemment d'accord avec ça. Je n'ai pas besoin d'argumenter longtemps, mais je dois quand même tempérer leurs ardeurs en leur disant que ça va se faire sur une très longue période de temps et qu'il va y avoir une période de transition et que pendant cette période de transition, bien entendu, les enseignants en particulier, eux, ils devront maîtriser l'ancien système et le nouveau système. Donc, il va falloir faudra pas qu'ils mettent des erreurs à leurs élèves qui auraient choisi d'utiliser l'ancien système, peut-être par hasard, mais il va falloir donc tolérer l'ancien et le nouveau qui vont cohabiter pendant une certaine période de temps. Et puis, la profession enseignante, c'est l'une des rares professions où on a besoin de connaître justement l'histoire de la langue et les anciennes règles aussi bien que les nouvelles. Alors, je leur dis, vous vous épargnerez pas ça là, pour les 10, 15, 20 prochaines années. Vous allez devoir quand même maîtriser les anciennes règles. Donc, je tempère un peu leurs ardeurs, leur enthousiasme. C'est un peu le même cas avec l'orthographe rectifiée, qu'il faut autant connaître l'ancienne orthographe que la rectifiée pour être capable d'accepter les deux puis de jouer avec les deux codes. Exactement. Et puis simultanément. Ça fait 30 ans que ça dure, là, la période de transition depuis 1990 pour l'orthographe. Oh, je sais. Ma blague pour commencer mes cours est toujours, on va parler d'orthographe rectifiée, de grammaire rénovée. Soit elle a mon âge, soit elle est plus vieille que moi. Puis ouais. On doit encore l'enseigner. Fait que là, ça, c'est toujours mon petit moment cocasse de début de cours. Pour la deuxième partie de l'entretien, je vais laisser une bonne partie de l'animation à ma co-animatrice du jour, Josée. L'objectif de cette deuxième partie-là, OK, puis je veux vraiment le clarifier, Josée ne présente pas sa position personnelle par rapport aux futures réformes. Donc, on n'envoie pas de courriel de bêtises ou de remarques à son sujet, s'il vous plaît. Mais c'est plutôt de présenter c'est de faire l'avocat du diable. Donc, de présenter des contre-arguments, qu'est-ce qu'on a pu entendre près des enseignants, des enseignantes, dans les médias pour les réformes, qu'est-ce qu'on sait qui a déjà été dit quand on a justement voulu présenter réforme de l'orthographe, grammaire rénovée, moi je pense au prédicat. Donc, l'objectif est de passer à travers ces sujets-là en discussion pour amener un échange, de dire, voici certaines positions qui peuvent être amenées et quelle est votre réponse à ce sujet-là. Donc, c'est vers ça qu'on va aller. Et moi, je vais juste tempérer l'ardeur, je pense, de part et d'autre à propos du sujet. Josée, je te laisse la place. Tu me connais bien. Alors, oui, bonjour. Je voudrais, dans un premier temps, parler du temps. Alors, Monsieur Desilets, vous avez dit tout à l'heure qu'on passe beaucoup de temps à enseigner des règles du primaire jusqu'à l'université. Entre autres, vous avez dit qu'on passe que ça commence au primaire et que, on dit aux élèves au primaire que le participe passé employé avec avoir, il est invariable. Alors, moi, je me dis que si dès le primaire, on disait les vraies choses, c'est-à-dire il s'accorde, mais pour le moment, ne vous en préoccupez pas,
ça éviterait peut-être, je dis bien peut-être, qu'au secondaire, on passe du temps à défaire une règle qui a été apprise mal au primaire. Si on avait dit tout simplement au primaire, aux élèves, bien, vous allez voir un jour que dans certains cas, le participe s'accorde, mais pour le moment, ne vous en préoccupez pas. Au lieu de dire aux élèves du primaire, il est invariable, et ça entre dans la tête des petits élèves qui arrivent au secondaire et avec qui il faut se battre pour leur dire non, 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 il n'est pas toujours invariable. Parfois, il s'accorde. Ça serait déjà une économie de temps pour défaire quelque chose qui a été appris. Et deuxièmement, vous parlez au secondaire du fait qu'il y a une bonne partie du secondaire qui est pris à voir les participes passés des verbes pronominaux, les participes passés suivis d'un infinitif, pour ne pas dire participes passés de pronominaux suivis d'un infinitif, ce qui est encore mieux, d'après moi. Les participes passés précédés de « en », précédés de « l''. Je ne sais pas dans quelle école vous êtes allé, mais ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas enseigné ces règles-là. Bon, vous allez me dire, ça fait 2 ans que tu es conseillère pédagogique, ça aide, mais même avant, je n'enseignais plus ces règles-là en 3e, 4e, 5e secondaire pour la simple et bonne raison que, justement, ça touchait tellement pas de cas que je me disais, ça ne vaut pas la peine. Et je me rappelle avoir eu une élève à un moment donné qui avait fait un texte sans faute et elle avait écrit les élèves ou je ne sais pas trop, les filles se sont parlé et elle avait écrit E accent aigu ES et je lui avais appris la règle des pronominaux et c'était la seule élève à qui je l'ai appris. Alors ma question, M. Desilets, Oui. je suis un peu comme Curieux Bégin, hein? Il y a des prémices à mes questions. En trois volets? Oui, c'est ça. Non, il va en avoir rien qu'un. Quand vous parlez de passer beaucoup de temps là-dessus, l'économie de temps, oui, certes, mais il y a déjà de l'économie de temps qui se fait parce que les profs choisissent de ne pas l'enseigner, cette règle-là, ou l'autre partie, c'est on économiserait peut-être si dès le primaire, et là, je ne dis pas que les profs de primaire l'enseignent mal, c'est pas ça que je dis, mais quand on dit aux élèves du primaire, c'est invariable, alors que c'est pas tout à fait ça, il faut défaire des choses au secondaire. Oui, alors bon, je vais commencer par le primaire. En fait, je pense que les programmes officiellement, c'est ça qu'ils disent, c'est-à-dire on devrait dire aux élèves que le participe peut s'accorder parfois, mais qu'on ne le verra pas tout de suite, que pour le moment, on va le laisser invariable. Alors, je pense que ça, c'est la position officielle. Je ne sais pas jusqu'à quel point les enseignants du primaire le font comme ça ou le font autrement, mais ce que les élèves retiennent sans doute, de toute façon, c'est leur pratique, c'est-à-dire on le laisse invariable. Ça, c'est peut-être ce qu'ils retiennent théoriquement. Je ne sais pas s'ils l'appliquent vraiment, parce que j'ai l'impression que les élèves du primaire continuent à accorder de temps en temps leur participe passé, même quand ils les employaient avec avoir, mais ça, c'est une autre question. Il l'accorde avec le sujet, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il le laisse toujours invariable, mais souvent, il l'accorde avec le sujet, effectivement. Voilà, il y a toutes sortes d'erreurs, en fait. Il faudrait voir les statistiques là-dessus. Là. C'est bien intéressant quand on fait des statistiques. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Pour ce qui est du secondaire, vous me dites que les enseignants ou une partie des enseignants ont déjà renoncé à enseigner les exceptions les moins courantes et je m'en réjouis. Je le constate d'ailleurs quand je vois mes étudiants arriver à l'université et je fais toujours le petit sondage. Qui a déjà entendu parler de la règle de ceci, de cela? Ils me disent que soit ils n'en ont jamais entendu parler, soit c'est tout à fait loin dans leur mémoire. Puis même quand ils en ont entendu parler, par exemple, de la règle des pronominaux. Ils disent oui, j'ai déjà appris ça, mais je m'en souviens pas. Je serais pas capable de vous résumer c'est quoi parce que c'était trop compliqué que j'ai oublié ça. Alors, il y a une partie des enseignants sans doute qui ont adopté une attitude pragmatique, qui ont dit ça vaut pas la peine d'insister là-dessus puis de gaspiller du temps là-dessus tant que les bases ne sont pas maîtrisées. Et je suis absolument d'accord avec ça. Et ce serait bien, à mon avis, qu'on se le dise à tous, franchement, ça va devenir officiel. Ça ne fait plus partie du programme maintenant. On n'enseignera plus ces choses-là. On s'entend tous là-dessus. On ne perd plus de temps avec ça parce que la langue a changé, la langue va changer, elle est en train de changer.
Et un de ces jours, bien, il n'y a plus personne qui va appliquer les anciennes règles du participe passé. Qu'on se déculpabilise au secondaire d'être pragmatique. Ah, vous parlez de culpabilité. Il y a beaucoup de ça. Il y a des profs qui travaillent peut-être avec des élèves plus en difficulté et qui ont choisi leur bataille. Vous parlez de gaspiller du temps à enseigner des règles qui ne seront pas apprises de toute façon. Tant que, j'aime bien votre tant que, mais on va entendre aussi, ben c'est ça, il y a des élèves qui sont capables de le prendre, il y a des élèves qui sont tout à fait capables de les comprendre, ces règles-là. Il faut au moins les mettre en contact avec la règle. Il faut au moins leur dire que ça existe, ne serait-ce que pour qu'ils allument sur quelque chose pour aller plus loin. Et on va nous accuser de faire du nivellement par le bas. N'est-ce pas? On va nous dire les profs du secondaire veulent gagner du temps, se sauver de l'ouvrage, entre guillemets, et ils vont faire du nivellement par le bas pour faciliter la vie à ces petits élèves du secondaire qui font donc pitié et qui sont obligés de s'astreindre, c'est fort, là, à apprendre une règle qui est vouée à la disparition prochaine. Qu'est-ce que vous pensez du nivellement par le bas? Alors oui, le nivellement par le bas, j'entends souvent cet argument-là. Je pense que les gens qui ont cet argument-là, ils ont une mauvaise conception de l'origine de la réforme de l'accord du participe passé. Ils pensent peut-être que les gens qui ont proposé la réforme se sont dit « Ah, ben le participe, c'est donc une règle compliquée, les élèves ont de la difficulté à apprendre ça, ça prend du temps, ça prend des efforts. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut faire des efforts, donc on va aller vers le plus bas dénominateur commun, puis on va simplifier les choses pour que les élèves aient moins d'efforts à faire. » Or, ce n'est pas ça du tout qui est à l'origine de la réforme de l'accord du participe passé. En fait, on surévalue certainement le nombre d'erreurs que les élèves font sur le participe passé. Nous, dans des statistiques que j'ai faites dans nos examens à l'université, j'ai pu calculer que le participe, là, ça comptait pour à peu près 4,6% des erreurs que les gens font dans leur texte au niveau là, universitaire quand ils arrivent et qu'ils ont des cours de rattrapage à faire en français. Alors, 4,6% des erreurs, c'est pas si fréquent que ça. Il y a des erreurs beaucoup plus fréquentes que celles-là. Et de toute façon, quand on regarde le nombre, les erreurs que les élèves font sur les participes passés, ça n'a aucun rapport, presque aucun rapport avec les fameuses exceptions là, sur lesquelles il faudrait passer supposément du temps, là, comme les participes passés pronominaux, puis les suivis d'un infinitif, etc. Non, quand les élèves font des erreurs sur les participes passés, la plupart du temps, c'est sur les règles 1 et 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas mettre un S au pluriel quand c'est le temps d'en mettre un avec l'auxiliaire être, ou encore mettre un S quand c'est pas le temps d'en mettre un avec l'auxiliaire avoir. Alors, ce genre de choses-là, là, c'est pas maîtrisé par tous les élèves au secondaire. Et c'est là-dessus qu'il faudrait insister. Alors, pourquoi aller perdre du temps à parler de choses compliquées quand la base n'est pas bien maîtrisée encore? Alors, quand on parle de nivellement par le bas, là, c'est certainement pas parce que les élèves, les réformateurs n'ont pas proposé cette réforme-là parce que les élèves faisaient trop d'erreurs sur les exceptions puis les cas particuliers du participe. C'est pas du tout pour ça. La raison qui a motivé la proposition de réforme, c'est juste une raison linguistique, c'est pour la cohérence même du français. À peu près tous les linguistes sont d'accord pour dire là, que les règles actuelles, toutes les règles, les 12 règles d'exception du participe passé, c'est peu cohérent et totalement artificiel. C'est des règles artificielles qui n'ont pas leur raison d'être vraiment en français. La seule raison pour laquelle on les enseigne, c'est la tradition, mais ça ne se justifie pas dans la logique générale du français et c'est pour cette raison-là qu'on a proposé une réforme. Et quand on regarde vraiment les statistiques là, des erreurs commises par les élèves, on se rend bien compte qu'en appliquant cette réforme-là, le jour où on va décider de l'appliquer, ça ne changera pratiquement rien au nombre d'erreurs que les élèves font dans leur texte. Ça va être marginal.
Alors, on n'a pas du tout pour objectif de diminuer le nombre d'erreurs que les élèves font. Ça, c'est une autre question. Vous parlez de cohérence et du fait que ces règles-là sont artificielles, mais régulièrement, lorsqu'il est question de simplification de la règle, on nous parle du manque de clarté. Et les exemples qu'on aime bien lire portent effectivement sur le fait que en n'accordant plus les participes passés, employés avec avoir, on perd de la clarté. Et la phrase qu'on aime bien et que j'ai même, pour laquelle j'ai même ajouté un participe. Oui, je pense que je la connais déjà. Oui, le départ de la femme que j'ai tant désiré m'a plongé dans toutes mes émotions. Alors, 2 participes là-dedans, et selon qu'on l'accorde ou qu'on ne l'accorde pas, ça donne 4 situations. Un homme qui parle, une femme qui parle, et on a désiré le départ ou on a désiré la femme. Alors, 4 propositions pour une seule phrase selon qu'on accorde ou pas les participes passés. Alors, vous parlez de cohérence, je vais vous parler de clarté, parce que c'est l'argument qu'on a, que quand on a un accord, on sait de quoi il est question. Alors oui, je comprends bien cet argument-là et je concède effectivement qu'à l'écrit, quand on voit un accord au féminin ou au masculin, ça nous donne des indices sur la personne qui parle ou sur le vrai objet dont on parle, etc. Ça fait partie de l'avantage d'avoir des accords dans une langue comme le français. Mais je vous dirais, dans l'exemple précis que vous m'avez donné, est-ce que si je vous le disais à l'oral, cette phrase-là, vous seriez complètement mélangé? Ou est-ce que le contexte vous aiderait à décider ce que je veux dire? C'est sûr que pour la personne qui parle, c'est évident, mais pour le fait de désirer la femme ou de désirer son départ, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Il y a effectivement beaucoup de phrases qui sont ambiguës en français à l'oral et qui parfois à l'écrit, l'écrit permet de lever des ambiguïtés. C'est vrai pour tous les accords. Hein. Si je vous parle d'un panier de pommes rouges, puis que je ne mets pas de S à rouge, vous allez savoir que c'est le panier qui est rouge et non pas les pommes, et, etc. Il y a énormément d'exemples comme ça où, à l'oral, il y a un petit peu d'ambiguïté, puis à l'écrit, il y a moins d'ambiguïté. Ça fait partie du français, ça. Contrairement à d'autres langues comme l'anglais où il n'y a pas d'accord, donc on ne peut pas lever des ambiguïtés comme ça. Mais c'est tellement rare, c'est tellement peu fréquent qu'on ait des cas comme ceux-là, comme cette phrase-là que vous m'avez donnée tout à l'heure. Je me suis mis à être attentif à ça, moi, depuis 4 ou 5 ans. Là, je me suis dit, je vais les ramasser, ces exemples-là, pour voir combien il y en a. Et je vous assure que depuis 4-5 ans, j'en ai trouvé 1 ou 2 dans toutes mes lectures où, des fois, oui, c'est vrai que ça aurait pu être ambigu et c'est vrai que cet accord-là lève l'ambiguïté. Mais c'est tellement peu fréquent là, que je me dis, est-ce que ça vaut la peine de maintenir des règles aussi complexes, aussi peu cohérentes et de passer autant d'heures à les enseigner pour des cas qui sont tellement rares comme ceux-là et pour lesquels, de toute façon, on a d'autres ressources pour déjouer l'ambiguïté. Okay. Voilà mon argument. Par rapport à une autre nuance qu'on entend souvent aussi, c'est par rapport à la notion de complément direct ou d'objet, selon l'ancienne terminologie ou selon la terminologie qu'on entend plus en Europe. Quand on a une phrase ou un bout de phrase, là, comme « elles se sont parlé », avec la réforme du participe passé que vous proposez, parler s'accorderait. Elles se sont parlé et ES, parce qu'il s'accorderait avec le sujet. Or, on sait tous que parler, c'est un verbe qui peut être pronominal, qui peut être transitif, direct, indirect. Il y a une différence entre parler à et parler quelque chose. Il n'y a pas un peu de perte du sens du complément direct, peut-être pas pour les élèves de première ou deuxième secondaire, mais plus on avance, plus on a plus on a de conscience de la langue et on comprend qu'il y a une différence de sens entre le verbe parler transitif direct
et le verbe parler, transitif, indirect. Alors, cette perte-là de sens par rapport au verbe, on la perd aussi en faisant un accord ou en ne faisant plus l'accord de la même façon. Ben, j'avoue que l'exemple du verbe parler ne me convainc pas beaucoup là, parce qu'il n'y a pas de complément direct de toute façon, elles se sont parlé. Et de toute façon, la notion de complément direct ou indirect, c'est une notion théorique qui sert à l'analyse, hein, pour faire la différence entre un verbe transitif direct et transitif indirect ou intransitif. Et ça, ces notions-là, qui sont des notions théoriques, on va continuer de les enseigner si elles sont utiles et intéressantes. Parfois, ça peut arriver qu'elles soient intéressantes, justement pour approfondir notre compréhension de la construction des verbes. Ça fait partie, moi, de mon enseignement grammatical, mais indépendamment du participe passé, on peut enseigner ça. Quand j'enseigne ça, habituellement, c'est beaucoup plus tôt que mes cours sur le participe passé. Et on peut approfondir sa conscience de la langue grâce à ces concepts-là. Je suis bien d'accord. Ça sert aussi pour parler de la pronominalisation, hein, parce qu'il y a des pronoms spécifiques qui correspondent au complément direct et d'autres au complément indirect. Alors, tout ça fait partie de l'intérêt qu'on a à faire de la grammaire et à prendre conscience du fonctionnement de la langue. Mais ça ne servira plus à accorder un participe passé. On pourrait dire ça comme ça. Donc, le complément direct qu'on enseigne à peu près, souvent, en tout cas, on l'enseigne quand vient le temps d'enseigner les participes passés. En fait, c'est comme si c'est un passage obligé. Hein? On va enseigner la différence entre le complément direct et le complément indirect parce que ça va nous servir à enseigner les participes passés et c'est pas tant pour comprendre le sens d'un verbe quand il est transitif direct ou indirect. Alors, pour vous, ça serait bien de continuer de l'enseigner, mais en tant que verbe, pas dans le but de un jour enseigner le participe passé employé avec avoir ou d'un pronominal? Oui, ben moi, je dis que je trouve ça intéressant et j'essaie de rendre ça intéressant à mes étudiants. Je n'y réussis pas nécessairement toujours, mais à un moment donné, je leur dis, bon, ben, de toute façon, ça va vous servir pour l'accord du participe passé, fait que vous avez intérêt à apprendre ça. C'est un argument pragmatique, mais les anglophones, je me demande s'ils enseignent ça, le complément direct et indirect, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas, disons, pour l'orthographe. On pourrait dire ça comme ça. Ça sert juste parce que ça sert en français et ça sert en allemand aussi, mais bon. Là, je vais intervenir parce que, bon, ma plug, mon atelier à la QPF porte sur l'enseignement du complément direct. Si ça vous tente de vous inscrire. Et ça porte sur beaucoup plus que juste l'accord. Il faut le distinguer du complément de phrase pour la ponctuation, pour la pronominalisation, pour la subordination. Donc là, moi, je vais revenir sur cette notion-là qui sert à beaucoup de choses en syntaxe. Bon, excellent. Je suis désolé, c'était mon moment. C'était le moment qu'il fallait que je parle. José, je te renvoie la balle. Alors, atelier sur le complément direct à voir au prochain congrès de la QPF. Oui, le jeudi à 15h. Je suis inscrit. Alors, tout ce que vous dites, finalement, on parle de non, finalement, ce n'est pas un nivellement par le bas, ça n'enlèvera rien à l'enseignement de certaines notions qui nous paraissent importantes. Est-ce que ce que vous proposez, c'est pas plutôt une réforme des programmes, que cette règle-là reste dans l'univers ou dans certaines grammaires, mais que ce soit les programmes qui doivent changer, qu'on garde ces règles-là. Ma foi, l'accord du participe passé d'un verbe pronominal est suivi d'un infinitif. C'est riche quand même, c'est bien de le garder, mais juste pourquoi on ne changerait pas juste les programmes puis qu'on dise arrêtons d'enseigner ce qui n'est pas nécessaire au primaire et même au secondaire et gardons ces règles-là pour ceux qui vont se diriger plus haut dans leurs études, au collégial ou même à l'université. Est-ce que ce n'est pas une solution? C'est toujours une option possible, oui. Garder les règles, disons, les anciennes règles de la langue ou l'histoire de la langue, on enseignerait ça dans les programmes universitaires pour ceux qui se destinent à l'enseignement
du français. Alors, ils ont intérêt effectivement à connaître l'histoire de la langue. Et puis, ça serait une option que j'accepterais tout à fait, mais je pense que les deux peuvent se faire, c'est-à-dire une réforme des programmes et aussi une réforme de la langue. Et ça, là-dessus, j'ai pas de pouvoir. D'ailleurs, il n'y a personne qui a de pouvoir sur la langue, hein. Vous savez que la langue évolue par elle-même. Ce sont les usages qui définissent la langue, la façon dont les gens, les usagers l'utilisent, l'écrivent et la parlent. Donc, la langue orale, elle évolue par elle-même et un jour, beaucoup plus tard dans le temps, les organismes officiels finissent par entériner cette évolution-là. Ils constatent les usages, ils constatent que, tiens, c'est rendu que les gens, maintenant, ils disent elle s'était permise au lieu de dire elle s'était permis. C'est passé dans l'usage, donc les gens font effectivement l'accord avec le sujet lorsqu'on a un participe passé pronominal, au lieu d'appliquer des exceptions qui étaient enseignées officiellement. Alors, à un moment donné, l'Académie française, là, ultimement, elle va constater les usages, puis elle va dire, oui, c'est vrai, dorénavant, les francophones du monde entier se comportent de telle façon et c'est ça qui semble être devenu la règle. Alors ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus, ni la QPF, ni les ministères de l'Éducation, etc. Par contre, l'école, c'est un des lieux privilégiés de surveillance de la norme. Hein, c'est là qu'on enseigne la norme. Donc, l'école a un petit pouvoir là sur les programmes, sur ce qui est enseigné, ce qui est toléré ou pas toléré dans les examens, dans les rédactions. Et ça a besoin d'avoir des directives qui viendraient du ministère de l'Éducation, celui qui est responsable des programmes scolaires en français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ministres de l'Éducation qui ont déjà fait ça par le passé. Là, par exemple, en France, à différents moments, il y a eu des ministres de l'Éducation qui ont décidé que, bon, mais là, les exceptions là, de telle nature avec le participe passé ou autre, on ne les pénalisera plus dans les concours ou dans les examens dorénavant. Et ça, c'est indépendamment de ce que l'Académie française aurait pu dire. C'est juste une décision interne à l'intérieur des ministères de l'Éducation. Alors, le ministère de l'Éducation aurait tout à fait le pouvoir de dire, bon, ben là, dorénavant, dans les programmes, on ne parlera plus de telle exception. On va plutôt se concentrer sur ceci et cela. Et la QPF, elle n'a pas ce pouvoir-là, mais elle a quand même un pouvoir de lobbyisme, si on veut. Elle peut faire des représentations auprès du ministère pour réclamer ce genre d'aménagement-là dans les programmes du secondaire, par exemple. Et à partir du moment où ça va être dans les programmes, là, ça va aider beaucoup la cause, si on veut, dans la population en général, parce que les gens vont arrêter d'avoir peur de la grammaire, ils vont arrêter de détester la grammaire, comme je vois très, très souvent dans mes cours, mes étudiants arrivent, puis ils me disent, moi, la grammaire, j'ai toujours détesté ça, c'est un paquet d'exceptions qui n'ont pas de sens à apprendre par cœur, etc. Puis j'essaie de les réconcilier avec la grammaire. Parce que la grammaire, c'est vraiment une belle réflexion théorique sur la langue qui nous aide à prendre conscience de comment ça fonctionne, puis que c'est pas un paquet d'exceptions, là. Les exceptions, c'est juste l'orthographe, c'est des décisions arbitraires qui ont été prises sur l'orthographe. Mais la langue elle-même, elle fonctionne selon un système qui est relativement cohérent et logique, et c'est intéressant d'en prendre conscience. Donc, les étudiants qui vous disent que les exceptions n'ont pas de sens, leur donner un sens, c'est pas mauvais, mais peut-être pas au secondaire. C'est ce qui... Ben, c'est ça. Ça peut aussi, des élèves très avancés au secondaire qui ont soif d'apprendre, vous pouvez toujours leur parler de l'histoire de la langue, hein. Vous pourriez leur faire lire mon article, par exemple, dans Correspondance, pour qu'ils sachent d'où ça vient, ça, ces règles d'accord du participe, et combien ça a changé durant l'histoire aussi. Il n'y a pas, bon, vous parlez de la QPF qui a un certain, pas pouvoir, là, mais qui pourrait faire du lobbyisme. Il y a quand même des difficultés là, à appliquer ceci. Moi, j'ai beau vouloir adapter ou adopter ces règles-là, ces nouvelles règles. Ça reste que, comme pour l'orthographe rectifiée d'ailleurs, j'ai eu à écrire un courriel officiel la semaine dernière où je parlais de renouvellement. J'ai mis 2 L parce que je m'adressais à mes supérieurs et j'étais mal à l'aise d'utiliser l'orthographe rectifiée que d'habitude, j'utilise tout le temps. Ça ne serait pas la même chose avec le participe passé. Il y a quand même des difficultés d'application, là, comme pour l'orthographe rectifiée, la grammaire rénovée. Il y a quand même des profs qui ne l'utilisent pas.
pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce que on ne veut pas se faire taper sur les doigts, on ne veut pas se faire dire regarde, Josée, conseillère pédagogique, elle ne sait pas comment écrire un participe passé employé, un participe passé d'un verbe pronominal. Alors, il y a ça. Puis, ça serait quoi les moyens concrets là, pour soutenir les enseignants dans leur appropriation de la réforme, puis aussi dans l'acceptation qu'on a du fait qu'ils s'approprient la réforme? Bon, alors déjà, s'il y avait une position officielle là, qui était publiée dans les journaux de la part de la QPF pour dire on est d'accord avec la réforme du participe passé et on demande au ministère de l'Éducation de se pencher sur la question, de former un comité puis de faire des aménagements dans les programmes, par exemple. Alors, j'ai pas de doute que ça va susciter beaucoup de débats dans la population, hein, parce que les débats, ils sont surtout là. Ils sont plus dans la population que chez les enseignants, en fait. Parce que moi, la majorité des enseignants que je connais, ils sont tout à fait d'accord avec cette réforme-là, comme mes étudiants d'ailleurs. Donc, ceux qui sont aux prises dans le quotidien avec l'enseignement du français, là, ils sont généralement d'accord avec cette réforme. Il y a peu de débats, puis j'ai hâte de voir s'il va y avoir des gens qui vont participer à mon atelier, là, parmi les enseignants, on verra. Mais Ceux qui sont déjà convaincus n'iront pas voir votre atelier et d'autres sont convaincus du contraire. Alors, j'espère pour vous qu'ils vont aller se laisser convaincre. Alors, c'est ça. J'ai déjà organisé des débats parmi mes collègues à l'université, là, puis il y a très, très peu de gens qui sont contre cette réforme-là dans les faits. Quand on discute un peu avec eux, on finit par se mettre d'accord généralement. Donc, pour ce qui est de la question des courriels et de nos pratiques d'écriture dans le quotidien, c'est vrai que ça pose cette question, cette difficulté-là. Moi, ce que j'adopte comme position, c'est que j'applique la réforme dans mes courriels, mais quand je modifie un accord du participe, je mets une petite étoile à côté pour dire que je m'en suis rendu compte. Puis dans le bas de mon courriel, j'ai une étoile qui dit « J'applique les rectifications de la réforme du participe passé telle que proposée par… » Puis là, je mets le lien vers le site officiel, participepassé.info, où ils expliquent cette réforme-là. Alors, comme ça, je dis deux choses. Je dis, je suis d'accord avec la réforme, puis deuxièmement, je sais comment ça s'écrit, ce participe-là. Je sais que ça prendrait un S ici, et je fais exprès pour ne pas le mettre. Et cette position-là, je vais l'adopter pendant très longtemps encore, pendant toute la période de transition, tant que toute la population ne sera pas au courant de cette réforme-là, puis tant qu'elle n'aura pas été, disons, entérinée, approuvée par des instances plus officielles, comme par exemple l'Académie française, mais plus proche de nous, l'Office québécois de la langue française, qui pourrait un jour se prononcer là-dessus aussi. Donc, pendant cette période de transition, c'est ma façon à moi d'être un militant, hein, de propager la réforme, de la faire connaître, de dire que je suis d'accord, même si je maîtrise parfaitement les règles du participe passé. Parce que c'est là l'enjeu, c'est que à entendre tout un chacun dire « Oh mon Dieu, je saigne des yeux », et ça, je l'ai vu souvent quand on voit des participes passés qu'on avait l'habitude d'accorder et qu'on n'accorde plus. Ben, je ne veux pas être la source de saignement de yeux chez les personnes qui doivent me lire en omettant d'accorder. Et ben, il y a des profs, faut-il le rappeler, qui vont juger leurs collègues sur la maîtrise ou la non-maîtrise de ces règles-là, qui vont se faire dire de… C'est déjà le cas, hein? C'est déjà le cas. Il y a certainement des collègues qui sont très, très, très bons en exception du participe passé et qui saignent des yeux de temps en temps en voyant des courriels de leurs collègues ou même peut-être des articles dans les journaux. Alors, ça, c'est déjà le cas. Mais comme je vous ai dit, si vous écrivez, si vous mettez une petite étoile à côté d'un mot en signalant que vous savez très bien que ce participe-là devrait s'accorder ou ne pas s'accorder, vous signalez que ne saignez pas des yeux, s'il vous plaît. Je sais que c'est ça, mais je le fais volontairement parce que je veux appliquer la réforme. Alors, vous êtes en train de dire à ceux qui feraient des fautes, je le mets entre guillemets, vous ne le voyez pas, mais que ben, ceux qui ne maîtrisaient pas cette règle-là en tant que prof de français, ben, ils pourraient continuer de se faire juger s'ils n'écrivent pas. Je le sais que ça serait une faute dans un autre contexte, dans une autre vie, mais maintenant, j'applique la simplification.
Inévitablement, les gens vont continuer de juger les gens. C'est tout à fait dommage. C'est une attitude très franco-française de juger Oui, les tout gens à sur leur fait. orthographe. Oui. Et je le déplore et j'aime mieux qu'on simplifie les choses plutôt que de hiérarchiser la compréhension de la langue et d'avoir toujours une espèce d'élite qui se prend pour une élite, en tout cas, qui maîtrise toutes les exceptions et tous les cas particuliers, puis qui se permet de juger les autres. Ça, c'est une attitude que je combats. Alors, je n'ai plus je me faisais la porte-parole des Why-Mais qu'on entend dans la société. Que Antoine, tu en es d'autres. Moi, je n'en ai plus sur ma liste. Mon dernier, c'était « Oh mon Dieu, je saigne des yeux! » Et c'était un argument très valable, ma foi. Moi, j'ai pas de toute façon, mon objectif, c'est de te laisser cette place-là. J'ai quelques rectifications à dire. Oui. Le participe passé avec avoir ne fait pas partie de la progression des apprentissages au primaire. Pendant que vous parliez, je suis juste allé revisiter avec un petit contrôle recherché. La notion d'accord avec avoir n'est pas mentionnée dans la progression. Mm-hmm. Sur cet entrefait, j'espère, là, je vais m'adresser à notre auditoire, mais j'espère que ça aura permis aux gens qui vont nous écouter de se faire une idée de leur position, s'ils sont en faveur ou contre une réforme, si c'est une réforme complète, si c'est une réforme des programmes et peut-être pas de la langue en soi. Est-ce que c'est la langue, puis après ça, on descend jusque dans les programmes, les cahiers d'exercice ou quoi que ce soit, ou si on maintient la règle? Pour nos membres, venez à notre Assemblée générale où nous discuterons de cet enjeu-là et nous voterons sur une position pour la QPF. Et ça sera la dernière question de ce balado, de ce bloc-là, de dire, c'est quoi la suite? On l'a un peu abordé, mais rapidement, si on vote en faveur, c'est quoi la suite? Et si finalement, les membres de la QPF votent contre une telle réforme, c'est quoi aussi la suite? Si jamais la proposition est adoptée, la suite, ça va être d'y donner suite justement et de faire des représentations auprès du ministère de l'Éducation. Donc, ça va prendre du temps, là, mais ça va falloir former un comité, il va falloir encore discuter, faire valoir des arguments. Ça va être très, très long. Hein? Moi, ça fait 20 ans que je le fais, puis je me prépare pour les 20 prochaines années encore. Là. Alors, il y a des étapes comme ça qu'on va pouvoir continuer. Et puis, si la proposition n'est pas adoptée au congrès de la QPF, je vais tout simplement continuer d'en parler autour de moi, puis je reviendrai dans une autre année, un autre congrès. C'est bon. Ça a le mérite d'être clair. Et pour conclure le balado, je demande toujours à nos invités une suggestion d'objet culturel à utiliser en classe. Que ça, du primaire à l'université, un élément de culture qu'on pourrait utiliser en classe. Alors, pour rester un peu dans la thématique, moi, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai trouvé fort intéressant qui reproduit en fait une pièce de théâtre qui s'appelait La faute de l'orthographe. C'était par Arnaud Ed et Jérôme Piron, qui sont des enseignants belges en français qui ont monté cette pièce de théâtre qui parle de la réforme de l'orthographe et de l'accord du participe passé aussi, donc sur un plan un petit peu historique et humoristique. Alors, c'est disponible sur YouTube, La faute de l'orthographe, et puis c'est déjà venu à Montréal comme pièce de théâtre, mais je l'avais manqué à ce moment-là, mais je l'ai vu sur YouTube. Je peux le recommander à n'importe quel enseignant. S'il veut montrer ça en classe, ça va susciter certainement des belles discussions sur l'orthographe. Merci. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier, le balado de la QPF, avec Mario Desilets, didacticien du français et chargé de cours à l'Université de Montréal, et Josée Beaudoin, présidente de la section Québec et Est du Québec de la QPF. Merci à vous deux. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site internet aqpf.qc.ca et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bonne journée!